vais vous proposer de commencer cette séance de rentrée. Vous savez, deux rythmes en France, il y a le rythme de l'année civile et aussi le rythme de l'année scolaire. Donc voilà, il faut faire avec ces deux rythmes qui correspondent qui ont chacun leur spécificité. Donc avant de passer à l'ordre du jour, je souhaite vous proposer de respecter en ce début de séance une minute de silence. Au moment même où je prononce ceci, je suppose que vous avez compris que si je vous propose cette en liaison avec ce qui s'est passé cet été, les deux faits évidemment dramatiques, où on ne doit pas rester insensible, même s'ils sont un peu lointains, et si dans notre société on réagit parfois très fortement sur le fait, et puis qu'ensuite on peut avoir tendance à oublier. Et là, il y avait un moyen de ne pas oublier, c'est que l'année dernière, il y a eu aussi un hommage national rendu à toutes les victimes du terrorisme. Donc pour ces deux raisons, je souhaitais proposer une minute de silence. Ces minutes de silence, pour moi, elles ont deux vocations. Je viens de parler de ne pas oublier, quelque part, donc avoir une solidarité aussi avec les parents des victimes, mais aussi, pour moi, c'est un moyen de faire cohésion. Et dans le sujet qui nous intéresse, en tout cas, personnellement, je crois que le principal, c'est de faire cohésion. C'est le meilleur moyen de gagner cette guerre qui est évidemment très lâche. Avant la minute de silence, Maryse Legrand, adjointe à la citoyenneté, va prendre la parole une minute environ pour justement retracer un petit peu la genèse de cet hommage qu'il y a eu l'année dernière. Donc cet hommage est rendu depuis 1998, le 19 septembre. La date elle est choisie en mémoire de l'attentat qui a eu lieu le 19 septembre 1989 contre un décédiste français au-dessus du Niger. C'était le vol Brazzaville-Paris. C'était donc une valise qui avait explosé au sein de l'avion. Celui-ci est organisé conjointement par les associations, donc la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents et l'Association française des victimes du terrorisme, à laquelle s'est joint cette année l'association 13 11 15, qui s'est constituée après l'attentat du Bataclan. Depuis janvier 2015, 236 personnes sont mortes dans les attentats en France, sur un total de 271 en 30 ans. Les dates inscrites dans nos mémoires: 1986, 1995, 1996, 2000, 2007, 2012, 2015 et 2016. Voilà. Je vous remercie. Alors, pour ce conseil, j'ai tout d'abord une personne excusée, Rita Canal, et un certain nombre d'absents ayant donné pouvoir. Michel Thomas qui a donné pouvoir à Jean-Yves Tabourin, Philippe Levallet qui a des soucis de santé importants qui a donné pouvoir à Aziz Bouslimani,
Bernard Toté à Jean-Pierre Hélière, Liliane Raffin, qui a elle aussi des soucis de santé à les pouvoirs, à Michel Montou, Alain Delarue à Sophie Auguste, Nicole Janvier à Pascal Couturier et Madame Amour à Monsieur Mélard. Et donc, pardon, Jean-Pierre Hélière n'est pas là à cet instant, mais il peut arriver, puisqu'il a des pouvoirs. Voilà. Et il faut, comme d'habitude, commencer par désigner un secrétaire de séance qui veut bien assurer une tâche qui n'est quand même encore moins lourde que précédemment. Estelle, merci à toi. On commence traditionnellement par les remerciements. Vous les avez eus, je suppose qu'ils vont s'afficher. C'est pour Romain que je remercie d'être là, d'autant plus que voilà, dans son service, il se trouve un peu seul depuis quelques jours. Donc, il faut qu'il fasse doublement face, ou triplement face, comme on veut. Des soucis de santé aussi, et puis de congés, enfin, voilà, cumul des deux. Des remerciements, rien de particulier pour attirer votre attention, et puis de l'autre côté, les décisions du maire, où là, on a pour la plupart, elles sont assez nombreuses, mais elles sont essentiellement des reconductions, sauf 3 d'entre elles. Celle, la numéro 52, qui correspond à une location d'un appartement que nous possédons maintenant au-dessus de la Poste, de la Poste, qui est loué sur une courte durée à des personnes connues sur la place Mavilloise et lycéenne pour être des artisans, j'allais dire, enfin des personnes qui ont un projet qui s'appelle T'es pas tout seul, vous savez, un projet d'habitat participatif. Voilà, donc ils avaient besoin de vendre leur ancien logement, et il y avait une période d'attente en attendant les travaux. Et comme c'est un projet qui est intéressant pour la commune, parce que ça peut aussi donner des cités à d'autres, quoi. Encore une fois, c'est novateur, au moins au niveau de l'Eure-et-Loire, parce que dans d'autres coins de France, ça se fait déjà depuis quelques temps. Il nous a semblé intéressant de leur rendre service. Le numéro 53, c'est donc la conclusion d'une convention temporaire précaire au profit de Réflexe. Alors ça, c'est en fait la continuité de ce qui se pratiquait avant, mais c'est le local que nous avons acheté, où il y a en particulier le restaurant du Cœur. Les locaux. Et puis aussi la conclusion d'un contrat de bail de l'ancienne école maternelle Gambetta au profit du Greta d'Eure-et-Loire. Le Greta d'Eure-et-Loire, vous savez, c'est un organisme de formation continue qui dépend de l'Éducation nationale. Et il s'est trouvé que le Greta d'Eure-et-Loire est essentiellement porté par le lycée Jean de Beauce, qui avait besoin de locaux dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves. Et on est en contact avec le Greta depuis janvier dernier, c'est bien ça. Et ceci, ça s'est concrétisé par la question d'un bail pour une durée de 3 ans, je crois. Un an, mais renouvelable 2 fois, de mémoire, ou 3 ans, avec la possibilité de s'arrêter. Voilà. Et vous avez des allocations financières. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part, des questions? Il ne semble pas. Vous avez le compte-rendu du conseil municipal précédent, celui du 30 juin. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Oui, Madame Auguste. Oui, bonsoir, excusez-moi. Oui, j'ai juste une petite question, parce que par rapport à la dernière délibération, nous étions 3 à ne pas avoir pris part au vote, et du coup, c'est retranscrit comme étant absent et non représenté lors de cette délibération, or nous étions présents. Ah. D'accord, alors c'est laquelle? C'est-à-dire que sur les absents, sur les présents à la première page, il y a marqué pour la délib 22, Madame Auguste Milon, le sieur et Monsieur Pinault, on était absents non représentés, or on était là, mais ou représentés, mais on ne prenait pas part au vote. Alors, je m'adresse à Kyria. C'est la dernière. En fait, quand
quand vous ne prenez pas part au vote, monsieur le président de séance vous demande si vous êtes pour, contre, ou si vous vous abstenez. Si vous ne prenez pas part au vote, c'est considéré comme si vous n'étiez pas présent à la séance, parce qu'en fait, vous ne vous abstenez pas quand vous ne prenez pas part au vote. Non? Oui, d'accord. Voilà. Et je pensais que du coup, dans le compte rendu, il était marqué qu'on ne prenait pas part au vote. Et... En fait, vous êtes absent non parce qu'on est représenté. absent alors qu'on est présent. C'est comme si vous étiez sorti de la salle, en fait. Voilà. Je ne sais pas, je suis assez étonné de votre réponse, hein, donc je vous demande, je veux bien que vous vérifiez, parce que moi, dans les instances où j'ai été élu, un conseil départemental, un conseil régional, j'ai pas l'impression que c'est considéré comme ça. En fait, si vous avez trois, je répète, vous avez trois possibilités, pour, contre, abstention. Et effectivement, si vous... On a toujours la possibilité de ne pas prendre part au Oui, vote quand tout à on fait. est concerné. Oui. Oui, Là, exactement. c'était pas le cas, mais... Si c'était un bulletin secret, en fait, par défaut, c'est un bulletin secret, vous n'auriez pas déposé d'enveloppe dans l'urne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc vous n'avez pas pris part au vote. Mais il faut pas. Voilà. Moi, je ne souhaite pas non plus que ce soit considéré comme absent non représenté. Il faut que vous trouviez une autre formule. Il faut retrouver une autre formule, mais... Ouais, ça me... Mais du coup, on s'est questionné, parce qu'on s'est dit, on était là. Non, mais Ça vous a fait travailler votre mémoire. C'est le bon côté. Oui, c'est une bonne exercice. effectivement, vous étiez présent dans la Bon. traduction même des suffrages exprimés. Effectivement, vous n'avez pas pris part au vote. Bon, vous essayez de trouver une autre formulation, un autre moyen de raccord. On trouvera une autre formulation. Je ne prends pas part au vote. Moi, pour moi, c'était quelque chose qui se faisait dans les autres À vrai dire qu'on collectivités soit là, locales. mais à ce moment-là, alors je sais que c'est des comptes rendus succincts, mais à ce moment-là, qu'on marque juste non pas pris part au vote dans le... Oui, Voilà, si c'est d'accord. possible, après... Oui, c'est possible. Voilà, merci à vous. C'est certainement d'ailleurs quelque chose qu'on n'a pas rencontré souvent comme situation à Lavilliers, donc d'où le fait qu'on le traite aujourd'hui. On peut commencer avec les projets de délibération. On commence par l'administration générale et c'est moi-même qui rapporte un certain nombre de délibérations. Première délibération. Il s'agit de la dérogation au repos dominical. Vous savez évidemment que, vous savez qu'il s'agit là de l'application de la dernière loi dite loi Macron, qui s'applique pleinement pour l'année 2017. En fait, elle n'a pas pu s'appliquer parce qu'elle était arrivée un peu trop tardivement pour l'année 2016, puisque le processus est le suivant. Les entreprises qui veulent, les commerces exactement, qui veulent ouvrir un certain nombre de dimanches doivent nous le faire savoir, un peu avant l'été, en gros, de façon à ce que derrière un avis puisse être demandé au conseil municipal et ensuite que l'agglomération donne également son avis pour qu'au final je puisse prendre un arrêté pour avant le 1er janvier. Alors, en même temps, ceci se passe lorsque le nombre de dimanches demandés est supérieur à 5, tout en étant inférieur à 12. Et on voyait qu'il y a donc deux cas. Il y a le cas des commerces de détail alimentaire et les commerces de détail non alimentaire automobile, et qu'il y a 5 dates dans un cas, qu'il y a 8 dates de l'autre, et qu'il y en a 3 qui sont communes. Donc si vous faites le compte, vous arrivez à 10 dates en tout. Donc c'est inférieur à 12. On est bien dans le créneau 5-12. Comme d'habitude, parce qu'avant, quand c'était limité à 5, on demandait l'avis des syndicats, aussi bien salariés que patronaux. Donc on a continué à le faire et certains ont répondu, d'autres n'ont pas répondu, certains ont répondu favorablement, d'autres défavorablement, et d'autres n'ont pas répondu. Sur Mavilliers, 4 commerces ont demandé, correspondant au moins pour 3 d'entre eux à ceux qui demandaient avant, enfin c'est les mêmes, simplement ils ont demandé un peu plus de dimanche, c'est tout. Donc 2 commerces en fait non alimentaires et 2 commerces alimentaires. Voilà, je pense que vous savez tout. Qui souhaite s'exprimer, Madame Auguste? Alors, si je comprends bien, c'est pour une ouverture toute la journée. Bien sûr. Pour les ouvertures du dimanche matin, il n'y a pas de réglementation. C'est pas la même, c'est pas la loi Macron qui s'applique. D'accord. C'est une autre loi qui était prévue. Vous visez Intermarché, je suppose, en particulier. Oui, non, c'est pas. L'ouverture du dimanche matin n'est pas concernée par cette procédure, c'est l'ouverture toute la journée. Et là,
quand Intermarché fait partie des 4. Oui. Les 4, mais ils nous ont demandé là une ouverture toute la journée. Mais pas sur la totalité des dates, hein. Sur les 5 dates du détail alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou expressions? Il ne me semble pas. Nous votons? Pour Monsieur Diard, Ben, on laisse comme ça. Donc, nous votons. Est-ce qu'il y a donc des avis contraires? J'ai un pouvoir. Oui, un pouvoir, donc un avis contraire ici, donc c'est le pouvoir de Guylaine Raffin. Il y a ça. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, toutes les personnes présentes sont favorables, enfin, à l'exception de Guylaine Raffin qui est représentée. Merci à vous. Nous passons à la délibération suivante. Modification statutaire. Alors, il s'agit de la compétence supplémentaire installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Il s'agit donc d'un avis à donner. Alors, au départ, il y a un arrêté préfectoral du 3 juin 2015 qui portait une modification statutaire de la communauté d'agglomération de Chartres Métropole. Et cet arrêté consistait à l'ajout d'une nouvelle compétence intitulée création, aménagement, entretien et gestion des installations et réseaux d'électricité, d'éclairage public, de gaz, de chaleur, de télécommunications, haut débit et numérique, ainsi que les services, installations et unités de production associées. On avait donné un avis en son temps. Je me rappelle qu'on avait d'ailleurs débattu assez longuement sur le sujet. Et ça avait conduit à un arrêté. Des votes d'ailleurs différents avaient été émis au sein de ce Conseil, mais globalement, il y avait une majorité qualifiée pour entériner la proposition de l'agglo et permettre au préfet de prendre un arrêté le 3 juin 2015. Suite à cela, il y a eu une délibération au Conseil communautaire le 28 juin dernier. Cette délibération disait que l'agglomération souhaitait compléter la compétence visée par celle en matière d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et devenir par la même autorité organisatrice de distribution d'électricité et de gaz. C'est donc sur cette délibération-là, qui a été prise à une forte majorité au moins au Conseil communautaire, que l'avis nous est demandé, sachant qu'on avait 3 mois pour donner cet avis et qu'à défaut de, si je n'avais pas présenté la délibération au conseil municipal, l'avis était réputé favorable. Comme je l'ai dit en commission plénière, cette délibération, le 28 juin, elle nous a été présentée par le rapporteur de l'agglomération comme une délibération un peu anodine, où on ne complétait que la compétence par l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Et notre attention n'a pas du tout été attirée. Je vois Mme Milon, qui est effectivement conseillère communautaire aussi. Moi, je ne me rappelle pas que notre attention n'a été attirée par le fait qu'il y avait derrière, et devenir par la même autorité organisatrice de distribution d'électricité et de gaz. Et le problème est quand même là, puisque justement, au prochain conseil communautaire, Mme Milon peut le certifier aussi, on nous propose une délibération à l'agglomération pour fixer le taux de la taxe d'électricité que payent les contribuables. Et donc là, ça sera au niveau de l'agglomération. Taxe qui est actuellement, pour ce qui nous concerne, touchée en partie par la commune et en partie par la régie du syndicat électrique. J'ai eu confirmation qu'effectivement, cette délibération sur la taxe qui va arriver est bien dans la suite de la délibération du 28 juin. Donc là, je trouve, comme je l'ai dit en commission plénière, je me suis étonné en commission de finances qu'on n'ait pas été un peu mieux informé dès le 28 juin. Et donc là, aujourd'hui, je vous propose donc de voter comme c'est prévu. Mais je scinde la délibération en deux, puisqu'on nous demande de nous prononcer sur la modification statutaire proposée par le Conseil communautaire dans sa séance suivisée. Là, en ce qui concerne les bornes électriques, à titre personnel, je ne vois pas de problème majeur. Mais sur le point 2, c'est-à-dire sur la qualification de la communauté d'agglomération de Chartres Métropole en tant qu'autorité organisatrice de distribution d'électricité et de gaz,
À titre personnel, moi je vais voter contre, tout simplement pour voilà, attirer l'attention sur le manque de transparence démocratique à la séance du 28 juin. Voilà. Je n'aime pas être amené à voter sans avoir tous les tenants et aboutissants. Et comme ce n'est pas tout à fait la première fois que ça arrive, à titre personnel, je souhaite marquer le coup. Vos expressions. Madame Midon. À ce jour, on n'a pas d'informations sur est-ce que cette taxe sera redistribuée aux communes ou pas. Alors, j'ai deux informations. La première, c'est celle que j'ai dit en commission plénière. Oui, c'est ça. L'information du président de la commission des finances, M. Maslu, qui m'a parlé de CLEC. Et une information trouvée par Philippe Levallet et les services, où on a questionné la préfecture, où il semble que ce soit une loi de finances qui s'appliquerait. Sauf que le problème de la loi de finances, elle s'appliquerait pour cette année, et que ça ne donne pas une vision pérenne dans le temps. Oui. Mais une CLEC concerne les charges, Ben oui, bien sûr. Oui. ne concerne pas les taxes. Oui, bien sûr. Donc, pas les recettes, en quoi la CLEC serait... Voilà, je suis obligé de répondre à la question de Mme Milon, mais moi je pense effectivement que ce n'était pas c'est pas la réalité, quoi, que l'argument avancé par la solution avancée par le président de la commission des finances, M. Maslu, n'est pas bonne à ma connaissance. Oui. Je me prononcerai contre aussi, enfin pour la même raison, en tant que conseillère communautaire, d'avoir tous les éléments au moment, évidemment, où on prend la décision. Autre expression? Non? Nous votons? Nous votons. Donc, je vous fais voter en deux temps, n'est-ce pas? Sur la modification statutaire donc, concernant les bornes électriques, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Sur la partie 2, la qualification, donc, en tant que AOD, électricité et gaz. Qui est favorable? Qui s'abstient? 1, 2, oui, nous pensons au pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien ça? Qui vote contre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, a priori. Vous vérifiez effectivement, Romain, vous arrivez au même compte que moi? Ah! Est-ce que le compte est bon? Puisqu'on doit... Il doit nous manquer 3 voix. Donc il doit y avoir 30 exprimés. C'est bon? Oui? Explication de vote. Explication de vote. À titre personnel, j'ai voté contre. Non. Non, Non, à titre personnel, j'ai voté contre. Et je précise, ne connaissant pas l'opinion de mon pouvoir, je me suis abstenu. D'accord, merci. Effectivement. Moi, je vais faire une rectification alors ici, parce que je n'avais pas consigné de vote. Donc, je vais m'abstenir aussi pour Mme Raffin. D'accord, merci à tous. Merci, Michel. Oui, et on enlève la vote. C'est ça. Vous pouvez nous redire les résultats du coup? Alors, le total, on va le redire, sans problème. Mais le total ne change qu'ici. Le total ne change pas de ce côté-là. De ce côté-ci, c'est une explication de vote. 19 contre et 11 abstentions. Nous continuons avec une demande d'adhésion de nouvelles communes, un avis du conseil municipal. Alors, ça, évidemment, ce sont des dossiers assez lourds. Au départ, il y a un schéma départemental de la coopération intercommunale, dont nous avons déjà d'ailleurs parlé là aussi au conseil, et une commission de coopération intercommunale, commission départementale, CDCI, qui s'est réunie et qui a adopté un schéma conduisant le préfet à prendre un arrêté le 9 février 2016. Ce schéma, donc, donne la partition du département en différentes intercommunalités. À ce moment-là, déjà, en particulier le maire de Chartres, président de l'agglomération, avait proposé, y compris à cette commission, des amendements
pour parler de communes, d'adhésion de nouvelles communes à l'intercommunauté de Chartres. Les amendements qu'avait proposés M. Gorge n'avaient pas été retenus par cette commission. Il se trouve que le CGCT prévoit une disposition dérogatoire, dans ce cas-là, qui est applicable au seul comité de communes et qui permet à une commune de se retirer à sa demande d'une communauté de communes. Mais ce retrait est soumis d'une part à une délibération d'autorisation de l'établissement public d'accueil, l'agglomération de Chartres pour l'instant, en ce qui nous concerne, je veux dire, et d'autre part, soumis par le préfet à l'avis de la commission, la fameuse CDCI, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais convoquée en formation restreinte. Ils sont moins nombreux. Et ensuite, le préfet prend un arrêté en suivant ou en ne suivant pas l'avis de la commission restreinte. Ça, c'est, on va dire, le cadre législatif dans lequel nous sommes. Ensuite, il y a eu 21 communes qui sont listées sur la délibération, qui ont délibéré pour rejoindre l'agglomération de Chartres. Et puis, il y a également une délibération du conseil communautaire, prise le 28 juin dernier, disant, alors adoptée à la majorité, mais pas à l'unanimité, des membres présents, pour accepter la venue de ces 21 communes. Donc là, aujourd'hui, même chose, nous sommes, pour que cette délibération soit acceptée, il faut qu'elle ait la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est 2/3 des communes représentant 50% de la population de notre agglo, ou le contraire, c'est-à-dire la moitié des communes représentant 2/3 de la population. Donc un certain nombre de votes favorables, quoi. Et il faut, à tous les coups, que la ville-centre soit elle-même favorable, de mémoire. C'est ce qu'on appelle la majorité qualifiée. Et bien, donc là, nous avons, aujourd'hui, à donner un avis sur cette question. Alors aussi, je peux initier la réflexion et en donnant mon avis propre, le mien, enfin, celui d'un groupe, le mien, sur ce sujet. Je trouve que, puisqu'il s'agit d'organiser le département, il faudrait qu'il y ait un travail quelque part entre tout le monde, quoi. Parce que là, a priori, il faut essayer de tenir compte un peu de tout le monde, quoi. À la fois de la volonté des communes, mais à la fois de l'intercommunauté existante, de celle à laquelle on veut adhérer, parce qu'il s'agit quand même qu'il n'y ait aucune commune qui soit laissée sur le carreau. Il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Puis ensuite, il y a quand même des notions de bassin de vie à respecter, enfin des choses de ce type-là. Et donc, moi, à titre personnel, je trouve que j'ai beaucoup de mal à donner un avis, surtout sur 21 communes en même temps. Je pourrais peut-être être favorable pour certaines, moins favorable pour d'autres, ne pas avoir d'avis pour un troisième lot de ces 21 communes. Donc, à titre personnel, je vais certainement soit ne pas participer au vote, voilà, soit m'abstenir. Je vais voir cela dans quelques instants. Voilà. Donc, vous avez compris mon avis. L'idée que, finalement, je trouve que ça montre simplement qu'il n'y a pas qu'il y a quelque part un manque de dialogue, quelque part, au niveau du département, entre les personnes concernées. Voilà. Moi, j'ai ce sentiment-là. J'aurais souhaité que le dialogue soit plus approfondi, pour ne pas en arriver là. Des expressions. Oui, Estelle. J'ai été en contact ces dernières semaines avec plusieurs communautés de communes qui sont concernées et qui elles-mêmes sont très en colère, pas forcément contre la décision, mais pour ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire le manque total de concertation et que les conséquences sont parfois énormes. Je peux citer une commune, quand une ville maintenant se retire de la communauté de communes, c'est pas une petite commune qui se retire, et ça s'est passé de façon très abrupte. Après, on peut comprendre l'attraction que peut avoir une grande agglo, voilà, enfin une agglo maintenant de plus en plus puissante telle que celle de Chartres.
Mais si, y compris Chartres, se déshabille de ses satellites, de ces communes, de ces communautés de communes satellites qui, elles, sont structurantes, on va dire, d'un territoire. C'est de l'aménagement du territoire, quoi. Voilà, on est en train de déstructurer un territoire, déstructuré parce qu'il n'y a pas eu d'accord et pas de discussion. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, 21 communes, c'est pas comme quand on a fait ça au fur et à mesure. Là, c'est on déstructure. Et j'ai eu à participer aussi aux journées de la ruralité à Hédier. Et là, la colère grondait beaucoup. Et il y a beaucoup d'inquiétudes aussi des autres communautés de communes. Donc, ce qui est délicat dans cette affaire, c'est est-ce que... alors, moi, de même, hein, voter contre, je vois mal, finalement. Mais pour, je ne vois pas non plus, après avoir écouté tout ça, et surtout la façon dont ça peut se faire. Si, expression, est-ce qu'il y en a une autre Maryse. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà eu un vote au conseil communautaire. Donc moi, au moment du conseil communautaire, j'ai surtout entendu au départ, bon, est-ce qu'on prend un périmètre, est-ce qu'on ne prend pas un périmètre. Enfin, j'ai trouvé que le propos du périmètre ou de distance m'a paru un peu léger. Enfin, j'ai pas bien compris. Je pense qu'un département, c'est pas qu'un périmètre, c'est pas que la géométrie. Il y a des habitants. Et c'était le fameux cercle là, c'est ça ? Le fameux cercle qu'il a montré, il y a des habitants. Bon, tout comme. Oui, c'est ça, ça a été un débat à savoir si on prenait un clocher et à la limite, pourquoi on n'aurait pas proposé une mairie. Bon, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de villages sans clocher, mais il y en a quand même un. Et, mais il est déjà dans l'agglo, donc la question ne se posait pas. Moi, j'ai pas compris la logique. J'ai beau sillonner comme certains le département, j'arrive pas à comprendre quelle dynamique il va y avoir maintenant avec ce nombre si important de communes. J'ai quand même du mal, à titre personnel sans doute, mais à comprendre les intérêts de certains. Et en plus, je sais, pour connaître des gens qui habitent dans différentes communes, que ces avis ne sont pas partagés par l'ensemble des habitants. Il y a des habitants qui étaient très contents, je ne vais pas citer la commune, mais qui étaient très contents d'être tournés vers Bonneval, où il y avait un certain nombre d'activités qui leur convenaient, etc. Ils étaient très contents. Aujourd'hui, de se retrouver tournés vers Chartres, c'est pas ça qu'ils ont choisi en allant vivre dans certains villages, quoi. Donc moi, je m'abstiendrai parce que je pense que ça va trop vite aussi, à une époque où certaines communes ont essayé de fusionner, il y a eu différents essais, et je trouve que là, c'est trop rapide, on comprend pas, moi je ne comprends pas la logique. Autre expression. Il semble qu'il n'y en ait plus. Je fais voter. Nous y allons. Est-ce qu'il y a des avis favorables ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien ça ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, si j'ai bien compté. Il y a des votes contre. Un vote contre, et je ne participe pas au vote. Est-ce que le compte est bon ? Non. Ah oui, il en manque un. On est à 29. Tu t'abstiens, mon Philippe ? 29. Il en manque un. Et pour toi ? Donc, oui, abstention. Donc une abstention en plus. Oui. Et donc, normalement, ça doit être bon. Oui, 21, c'est bon. 7 pour 21 abstentions. Un contre, un. Oui. Oui. C'est bon ? Nous y sommes ? Le compte est bon. Oui. Nous pouvons passer à la suivante. La suivante, alors, il y en a deux qui se ressemblent beaucoup, puisqu'il s'agit des rapports d'activité du SIPPV. Alors pourquoi il y en a deux ? Tout simplement parce qu'on était un petit peu en retard. On était un petit peu en retard parce qu'on avait un souci de ressources humaines qui était surchargé. La personne
qui est concerné est dans cette salle, enfin c'est un technicien, hein, mais voilà, il avait à un moment trop de travail pour pouvoir agir et y compris faire ce travail-là. Donc voilà pourquoi on a à la fois le rapport 2015 qui est dans les temps, et puis le rapport 2014 qui, lui, arrive avec un peu de retard. Mais il arrive. Et il s'agit de prendre acte dans les deux cas. J'essaie d'aller rapidement, parce que évidemment quand même le CPPV, c'est important. Hein, c'est le syndicat qui existe pour permettre les travaux de réhabilitation de la piscine et son ouverture. Alors en 2014, on vous dit quelles ont été les délibérations du conseil syndical, du bureau syndical, les décisions, et on vous dit surtout que c'était l'année d'installation du nouvel exécutif, dont je suis à nouveau le président, Emmanuel Lecomte en est le premier vice-président, Denise Dubois-Ludovico la deuxième, et Thierry Roy le troisième vice-président. Dans le bureau syndical, il y a en plus d'un côté Xavier Roux pour l'UC et de l'autre Marc Lesage pour Mavilliers. On vous donne les compétences du bureau, on vous donne les délégations qui ont été faites au président, et ensuite on parle de la réhabilitation de la piscine et de ses financements, avec la liste des lots, le montant. On vous parle aussi de la mise en délégation de service public de la piscine qui a été accordée à Récréa, mais donc, dans le cadre d'une procédure qui est très encadrée et qui a été respectée. Et puis on parle de la valorisation et de l'animation du parc, vous voyez que le parc est assez souvent demandé par des écoles ou différentes associations. Peut être aussi la paroisse commune de Mavilliers-de-Lucé, ça peut être les syndicats aussi pour le 1er mai, s'y passe la fête du sport et la culture, enfin 2 événements majeurs mavillois, fête du sport et la culture et fête de la Saint-Hilaire. Et puis on vous dit qu'il y avait 2 auto-écoles qui louaient le parking et que ça s'est terminé en fin 2014, puisqu'on estimait que ce n'était pas compatible avec avec la réouverture de la piscine. Et puis on vous dit aussi que c'est l'année où on a fait des travaux afin de pouvoir récupérer et traiter l'eau des jets d'eau. Vous savez, avant, l'eau était perdue. Donc, la première année, on l'avait fait fonctionner. Et pour la deuxième année, on a fait ces travaux-là, c'était en 2014. Sur les aspects financiers, on vous dit qu'il y a un budget annexe. Au niveau du budget principal, évidemment, c'est d'abord les contributions du CIE de Mavilliers, mais on a 2 pavillons, un qui était loué à l'ESAT en 2014, il ne l'est plus aujourd'hui, mais en 2014 il l'était, et l'autre à la CFDT, il l'est toujours. Il y avait les revenus des auto-écoles aussi. Au niveau des dépenses, il y avait évidemment les fluides, l'entretien du parc, les assurances, c'est pour les dépenses constantes. Et puis au niveau de l'investissement, pour les recettes, c'était d'abord les amortissements. Pour les dépenses, c'était justement le recyclage de l'eau dont je vous ai parlé pour les G2. Au niveau du budget annexe, qui est lui proprement consacré à la piscine, le budget non annexe, il est essentiellement sur le parc. Le budget, donc, au niveau des dépenses du budget annexe, il y a en fonctionnement, il y a les intérêts de l'emprunt, qui était contracté pour l'exercice 2004, contracté en 2013 ou 2014, et emprunt pour l'exercice 2014. Au niveau de l'investissement, pour les recettes, c'est justement l'emprunt, il est là, souscrit en 2013, 4,2 millions au taux de 3,18%. Il y avait l'acompte de la subvention de l'État. D'ailleurs, le solde a vocation à être versé dans les semaines qui viennent. Il y avait donc des restes à réaliser qui correspondaient essentiellement à la subvention de l'agglomération. Il y a eu un acompte de versé depuis, puis un solde qui a vocation à l'être avant la fin de l'année civile. Pour les dépenses, donc le remboursement du capital de l'emprunt. Voilà. Et on vous dit que les dépenses liées à l'opération de réalisation de la piscine s'élèvent donc à 4 351 067 €, avec un reste à réaliser de l'ordre de 762 000. Voilà pour
l'année 2014. Est-ce que vous souhaitez que je reprends acte? Je peux peut-être parler de 2015 également, ou est-ce que vous souhaitez vous exprimer d'abord sur 2014? Pas d'expression sur 2014? Il ne me semble pas. 2015, lecture rapide. C'est l'année de l'ouverture, la réouverture de la piscine, avec un logo. Alors il y a un logo fait par Récréa pour la piscine, mais il y a aussi un logo pour le syndicat. Ce logo, vous le connaissez peut-être qu'à moitié, je ne sais pas si vous pouvez il est au début de votre rapport d'activité, Romain. Vous l'avez utilisé, alors il n'est pas en couleur, mais ça ne fait rien, voilà, il n'est pas au mieux de sa forme, mais on devine ce qu'il est. Et en couleur, il est très bien. C'est essentiellement le service communication de l'UC qui a travaillé sur ce sujet, mais avec le service communication de Mavilliers. Il y a la création d'un site internet. Le 13 janvier 2015, le syndicat a choisi Récréa, donc c'était en début d'année 2015. La procédure était en 2014. Ensuite, la cérémonie d'inauguration a eu lieu le 17 avril. Il y a eu des portes ouvertes festives le 18 et le 19 avril, avec un rassemblement de 6500 visiteurs. Donc, Récréa, on avait un comité de pilotage l'autre jour, et il a lui-même fait son rapport d'activité sur la première année. Il nous a dit que c'était leur plus grand nombre de visiteurs pour toutes les inaugurations qu'ils ont fait, surtout alors qu'ils gèrent au moins une cinquantaine de sites en France. Voilà, c'est à Mavilliers qu'ils ont eu le plus grand nombre de visiteurs lors des portes ouvertes, comme ils en font à chaque fois qu'ils ouvrent un nouvel équipement. Alors l'ouverture de la piscine a eu lieu le mercredi 22 avril à 10h, très exactement. On revient à l'animation et à la valorisation du parc. Il y avait eu 13 autorisations, une autre aux organisations syndicales toujours pour le 1er mai, à la paroisse Sainte-Marie, toujours les 2 manifestations mavilloises importantes. Et là, par exemple, sur Saint-Hilaire, on a eu, nous, 4500 visiteurs, qui est aussi une performance digne d'intérêt et d'attention. Il y a eu un diagnostic sur le patrimoine arboré réalisé par les services espaces verts de la commune. Les tontes sont réalisées par la régie de quartier de Mavilliers. Et puis il y a une convention de comaîtrise d'ouvrage avec la commune de Mavilliers pour la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection sur le parc des Vauroux. Alors la procédure administrative est normalement terminée. On a d'ailleurs une autorisation, on a monté un dossier là aussi, a priori novateur, le premier je crois en Eure-et-Loire, où on peut parler de zones dans lesquelles on met des caméras et non pas seulement des points particuliers avec des faisceaux, des angles de vue, qui est très contraignant. Une marge de manœuvre un peu plus importante dans le dossier que l'on a défendu pour les Vauroux. Par contre, les caméras ne sont pas encore installées, c'est quelque chose qui aurait vocation à se faire d'ici la fin de l'année civile ou en tout début de l'année prochaine. Les aspects financiers, en fonctionnement, les recettes, le pavillon du haut est toujours loué, celui du bas s'est arrêté en juin, la décision a été prise de le vendre et donc on a pour l'instant un acheteur, mais l'accord n'est pas encore trouvé, on est en négociation, on va dire. Les locaux techniques, il y a un petit local technique, effectivement, il y a 2 locaux techniques, il y en a un qui est loué à la régie quartier et un qui est loué à la ville de Mavilliers. Locaux techniques qui appartiennent au SIPPV. Au niveau des dépenses, eh bien, c'est essentiellement la contribution au budget annexe. Voilà sur quoi je voulais attirer votre attention. En section d'investissement, toujours des amortissements en recettes. Et au niveau des dépenses, la réfection des enrobés du parking, en même temps qu'on a fait on n'a pas. Il nous a semblé qu'on ne pouvait pas faire l'ouverture avec un parking qui était dans un état pas très satisfaisant, qu'il fallait lui donner une deuxième jeunesse. Donc ça a coûté un peu plus de 100 000 €. Avec du renouvellement de mobilier urbain, ça je fais plutôt allusion au parc à vélo, parc couvert.
Donc le locataire, on vous dit, du bas a rendu son préavis, on a déjà parlé, et puis on a eu un remboursement de TVA. Le budget annexe, les recettes, c'est le montant de subventions et de virements de fonctionnement, tout ça pour environ 1 million d'euros. Pour les dépenses, c'est essentiellement le contrat de DSP qui s'est élevé en 2015, donc ce n'était pas une année complète, à 489 632,70 €. Les intérêts à payer sur le fonctionnement, le capital c'est sur l'investissement. Au niveau de l'investissement, l'affectation des résultats, au niveau des recettes, au niveau des dépenses, le remboursement du capital de l'emprunt, et puis le décompte des finaux des travaux. Il y en aura encore quelques-uns sur 2016, mais pas beaucoup, mais quelques-uns. Le raccordement du réseau de gaz a été entrepris pour lier le pavillon du bas pour qu'il soit autonome, parce qu'avant, en fait, on va dire que tout était un peu... c'était de l'alimentation commune, quoi. Donc on a eu besoin en même temps de scinder, ne serait-ce que justement pour pouvoir vendre un pavillon comme celui du pavillon du bas et qu'il soit autonome. On a aussi installé un déchloraminateur qui n'était pas prévu au début pour le... Oui, un des deux bassins, c'est ça où j'hésite, pour le petit bassin. Et puis une ventilation du toboggan aussi qui n'avait pas été prévue et qui était nécessaire. Un montant relativement modeste de la ventilation. Voilà ce que je peux vous dire sur 2015. Est-ce que j'appelle de votre part des questions, remarques, etc. Oui, Sylvie. Le pavillon qui est à vendre, il était réaménagé en bureau, ou là il a été réaménagé en logement? Non, on le vend comme ça. On le vend comme ça. D'ailleurs, pour l'instant, c'est même plutôt une entreprise qui veut l'acheter. C'est pas forcément un... Oui, parce que... Mais il peut être réaménagé en... Oui, mais c'est pas nous qui... Enfin, nous, on l'a pas fait, quoi. Non, on l'a pas fait, on le vend en l'état, et Jacques, oui. Oui, pour complément d'information, donc c'est une entreprise qui est sur l'UC, et ça complète, puisqu'à d'un côté il y aura sa partie logement, et l'autre partie, sa partie entreprise. C'est une entreprise qui fait tout ce qui est internet et tout ça, donc ils n'ont pas besoin d'un gros matériel, mais ils ont besoin d'un point fixe sur le... Ça contribue très bien. Ça contribue très bien à leur choix et leur position. Merci, Madame Millon, je crois, intervenir. On prend acte de la transmission des rapports, mais on aurait souhaité savoir si la fréquentation de la piscine par rapport au provisionnel que vous aviez prévu et correspond, ou enfin voilà, d'avoir un petit tableau chiffré. Eh bien ça, vous l'aurez, puisque ça va passer au SIPPV mardi prochain. Je vous ai fait allusion qu'il y avait un comité de pilotage récemment, j'y ai fait allusion. Donc, effectivement, Récréa nous a donné son contrôle d'activité. Donc, voilà, je ne m'autorise pas à vous donner des informations parce que je souhaite quand même que ça passe au SIPPV d'abord, mais les informations deviendront publiques à partir de ce moment-là et vous les aurez. D'accord, merci. Autre question ? Non ? C'est bon ? Donc, on a pris acte. Eh bien, on peut passer au cadre de vie. Michel Thomas étant absent. Voilà pour... le bureau. Ah, merci. Il est beaucoup mieux comme ça, Romain. Voilà, vous voyez, du vert et du bleu qui sont les couleurs de Mavilliers, le rouge, sachez que c'est pour l'UC, et il y avait une autre couleur aussi. Voilà. Et puis, un peu la vague d'eau, évidemment, quoi. Hein. Voilà. Verzen. Non, aussi. Pas le Verzen. Pour le côté détente. Oui, Et le vert du parc aussi. Et le vert du parc. Et le vert du parc. C'est pas le Verzen. Alors c'est pareil, après, chacun a sa perception. Hein. Chacun a sa perception. Merci à vous, Romain. On peut donc passer à la délibération suivante. Michel Thomas étant absent pour raison de prendre ses congés, comme beaucoup de retraités, un peu après la période d'été, enfin la période de vacances d'été. C'est Michel Bontou qui rapporte. Donc la délibération numéro 6, l'objet c'est un conventionnement avec la communauté d'agglomération de Chartres Métropole, accès au système d'information géographique qu'on appelle InfoGéo 28 et une autorisation de signature. Donc la commune de Mavilliers a conclu avec Chartres Métropole un conventionnement portant échange et partage de l'information géographique
et cet accord arrive à échéance. Chartres Métropole propose donc de conclure une nouvelle convention d'une durée de 2 ans, comprenant à titre gratuit le droit d'accès à l'outil InfoGéo 28, la mise à disposition des données de compétences intercommunales et la mise à jour des bases de données de compétences Chartres Métropole. Il vous est donc proposé d'approuver le renouvellement de la convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Merci à toi. Est-ce que ça appelle des remarques, questions de votre part? Est-ce qu'on peut aller assez rapidement au vote? Il semble que oui. Il n'y a pas d'avis contraire? Il n'y a pas d'abstention? Nous sommes unanimes. Nous passons au chapitre finances. Et en l'absence de Philippe Levalet, je rapporte cette délibération. Alors, il s'agit de la DM3, décision modificative numéro 3. Alors, à chaque fois, donc, on regarde le fonctionnement d'abord, l'investissement ensuite, le fonctionnement. Au niveau des dépenses, on a quelque chose qui s'équilibre en fonctionnement, à moins 2200 d'un côté et 2200 de l'autre, sur les chapitres 11 et 65, et tout ceci en prélevant 48 640 € sur les dépenses imprévues, mais qui étaient tout à fait à un niveau permettant ce prélèvement. Alors ensuite, ce 48 000 est surtout rendu nécessaire par un montant de 40 500 qui correspond à la peinture du CSE et la peinture des classes de l'école Jean Zay, qui étaient prévues en investissement et qui ont dû repasser en fonctionnement. On va le voir tout à l'heure. Et puis par ailleurs, il y a des petits montants. Il y a une réduction de 400 € pour un logiciel Adobe qui lui aussi était prévu, on va le voir apparaître 3 fois, qui était prévu en investissement, si je me rappelle bien. Oui, c'est bien ça, et qui est reporté en fonctionnement maintenant. Ensuite, 1350 € pour l'achat de petits matériels pour l'ouverture de 3 classes. Vous savez qu'il y a eu à la rentrée scolaire. Estelle va en parler tout à l'heure. 3 classes ont été ouvertes au final. 2 étaient prévues avant l'été. Il y a une 3e qui a été proposée en septembre, à la rentrée, fin août. 3 000 € pour des peintures au plateau sportif Coubertin. 390 € pour une sortie scolaire à Coubertin. Alors, elle émane d'une demande du directeur, Frédéric Pijard, suite à une opération Parlement des enfants où une classe de Coubertin a été retenue. Et dans ce cadre-là, ils ont écrit un projet de loi et ils ont pris contact avec la députée de notre circonscription, Mme Laure de la Raudière, qu'ils ont rencontrée le 13 juin dernier. Et en lien avec elle, une visite de l'hôtel de la Sey a été proposée et a eu lieu le 9 juin 2016. Sauf qu'il y avait un problème de transport. Comment on appelle ça, le financement. Subvention scolaire. Pas les subventions scolaires, oui, les subventions scolaires, mais c'est un nom, mais je ne me rappelle plus. Alors, c'est la coopérative scolaire qui a effectivement été sollicitée, puisque les crédits scolaires, le mot que je cherchais, étaient assez fortement sollicités par cette école. D'où le fait que le directeur Frédéric Pijard nous a fait une demande de subvention. Alors on a échangé avec lui en disant après tout, Madame de la Raudière, elle a une enveloppe parlementaire, donc on va peut-être la solliciter. En fait, j'ai eu la réponse il y a 3-4 jours. Elle ne subventionne que de l'investissement et pas de fonctionnement. Donc voilà pourquoi il nous faut aider et participer au transport. Ce qui est proposé, c'est une enveloppe de 50% du montant du coût de ce transport. J'ai eu le directeur, j'ai échangé avec le directeur d'école qui trouve la solution satisfaisante. En gros, il estime que la coopérative scolaire peut participer à hauteur de 50%. 1600 € pour le nettoyage de l'ALSH, donc du 10 centre de l'île au loisir, anciennement maison de quartier, nettoyage qui continue à être fait par la régie quartier, mais qui était payé avant par le centre socio-éducatif.
Et puis les 2200 que vous trouvez ensuite, c'est pour le fameux logiciel Adobe. Voilà. Tout ceci concerne le fonctionnement. Pour l'investissement, 49 000 € de diminution de recettes de TVA. Et puis, de l'autre côté, au niveau des dépenses, on a 3 700 € que l'on prend sur les dépenses imprévues. 2 500 €, c'est justement pour le logiciel Adobe, enfin, qui est enlevé de l'investissement et qui arrive en fonctionnement. Deux montants, 23 700 et 16 800, là aussi, qui étaient prévus en investissement, mais qui sont transférés en fonctionnement, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les peintures, et les peintures, c'est ça, CSE et Clage Janzet. 3 000 € qui sont là aussi enlevés pour le plateau Coubertin, qu'on retrouve aussi en fonctionnement, qui était prévu en investissement, et 700 € de vraies nouvelles dépenses pour un portable pour la nouvelle directrice de l'école Émile Zola, qui est aussi directrice de Victor Hugo, puisque c'est un groupe primaire, et les deux écoles étant un peu loin l'une de l'autre, elle a souhaité avoir un portable, ce qui est une demande qui nous a paru légitime. Voilà, et donc en investissement, ça s'équilibre à 49 000 des deux côtés. Oui, monsieur Mercier. Vous souhaitiez, la première, avoir une confirmation sur la diminution de la TVA. Oui. Donc il s'agit de déclaration de TVA pour des sous-traitants intégrés dans les marchés Pierre Chenet et extension des écoles. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau du service, on a déclaré l'ensemble des lots et on a ajouté à tort les sous-traitants. Donc on a deux fois les mêmes montants. C'est pas suite à une décision comme on le pensait de l'État, ou du gouvernement, c'était une erreur de notre part. C'est une erreur matérielle. D'accord, une erreur matérielle. Ça existe. Merci pour cette information qui était importante. Les expressions avant de voter, s'il y en a. Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il ne semble pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? J'en dénombre 9, je suppose. On est d'accord? Les autres sont favorables? Pas de souci. Merci donc à ceux qui ont voté favorablement sur l'acte essentiel dans une commune qui est l'acte budgétaire. On arrive au juridique. C'est encore moi qui rapporte. Je suis fortement sollicité ce conseil. On changera les sujets la fois prochaine. Alors, sur le juridique, elle a une spécificité, cette délibération, c'est qu'en fait, il s'agit de se prononcer sur ce qu'il n'y a pas sur la délibération. C'est-à-dire que tout ce qui est indiqué dans la délibération correspond à ce sur quoi on a pu déjà se prononcer. Mais on a retiré 2 logements. Un logement qui était un logement gardien de ville que l'on souhaite vendre, et un autre logement qui était loué et qui sert maintenant pour l'accueil périscolaire Victor Hugo. Voilà, donc on est amené à se délibérer parce qu'on enlève ces 2 logements de la liste. Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce qu'il y a des expressions? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Et je vois que je continue encore, puisqu'il s'agit encore du juridique, avec le rapport annuel, donc, concernant le crématorium. Sur le crématorium, donc il y a eu une commission, et le délégataire nous a commenté son rapport d'activité. Vous l'avez reçu, je le commente à mon tour. Voilà, enfin, je commente le document que vous avez reçu et qui est à l'écran. Le contrat, il est d'une durée de 30 ans. Il a été signé en février 2001. Il va donc jusqu'en février 2031. On rappelle les missions principales suivantes que tout le monde peut connaître: les installations publiques, une partie publique, une partie technique. Et on dit que les charges sont supportées en totalité par le délégataire, c'est-à-dire maintenant OGF qui a racheté la société funéraire de Nec. Sur le côté financier, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas sur une année civile, c'est sur une année du 1er avril au 31 mars, qui est calée sur la date d'ouverture.
En 2015, une augmentation du nombre de crémations d'environ d'un peu plus de 1%. Donc des produits d'exploitation en augmentation d'un peu plus de 1%. Pas grand-chose à mon avis à signaler quand même. Une facture de gaz maintenue, donc au final, petite baisse des charges, due essentiellement à une baisse des travaux d'entretien intérieur. Mais comme en fait il va y avoir des gros travaux l'année prochaine dans le cadre d'une mise aux normes où il y aura de l'équipement sur la partie technique, et il y aura aussi une réfection de la salle de ce crématorium, c'est pas anormal qu'il y ait eu moins de travaux faits en 2015 qu'en 2014. Sur les salaires, il y a une légère augmentation, et il y a eu un nombre de personnes ont été confortées. A priori, il y a entre 2 à 2,5 équivalents temps plein sur cette partie du crématorium. Les frais d'administration générale sont au même niveau, les charges d'exploitation très légère hausse, les résultats d'exploitation très légère hausse, et au final un résultat net en augmentation de 2% environ. La conformité des installations du crématorium, l'agrément actuel court jusqu'au 15 février 2018, mais je vous l'ai dit, il y a des travaux qui sont prévus en 2017, probablement en avril-mai, il y aura besoin sur deux mois pour mettre les établissements aux normes actuelles en termes de rejet et donc il faut installer un nouveau four, etc. Enfin, la solution au final trouvée, qui était finalement moins coûteuse, était de carrément changer le four au lieu de l'adapter. Ensuite, il y a des informations sur l'évolution de la crémation en France. Donc, on a cela tous les ans. Le nombre de crémations a encore augmenté de 5,2% en France en 2015 par rapport à 2014. On passe donc d'un taux de 35 à 35,2%, quand même assez important. Sur l'activité annuelle au crématorium de Mainvilliers, on est entre 1,5 ou 1,3% d'augmentation suivant la période que l'on considère. Au niveau mensuel, c'est surtout durant l'été où il y a un nombre de crémations un peu inférieur. La répartition par sexe ne bouge pas beaucoup. C'est environ de 60% d'hommes et de 40% de femmes. L'origine des crémations, on est autour de 4 à 5% de Mainvilliers, mais là, on ne sait pas bien encore si le tableau est correctement fait. Parce qu'au Coudray, par exemple, il y a un taux important, et donc c'est pas l'origine, c'est pas le domicile des personnes qui est en cause dans ce cas-là, c'est le lieu de décès. Donc on n'est pas encore sûr que ce tableau-là corresponde vraiment à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire le domicile des personnes. On a demandé à ce que, voilà, ils nous le fournissent l'année prochaine avec le domicile des personnes. La destination des cendres, on vous dit que ça ne peut pas être complètement vraiment évalué parce qu'ils n'ont pas toutes les informations, mais donc parmi les informations qu'ils connaissent, vous avez les statistiques. Il y a un comité d'éthique qui existe, et puis tous les ans, il y a une cérémonie du souvenir, un temps de mémoire, plus exactement, à laquelle je suis invité. L'an dernier, c'était le 21 novembre, et cette année, ce sera a priori le 26 novembre. C'est évidemment un temps ouvert à tous. Voilà. Je n'avais pas prévu de vous dire autre chose. Est-ce que vous avez des questions ? Il semble que non. Si. De quel côté ? Madame. Par rapport au temps de mémoire, vous voulez parler d'un... C'est parce qu'il y a un endroit spécifique où peuvent être étendues les cendres. Non, le temps de mémoire a lieu dans la salle habituelle. C'est pas qu'il y a un endroit spécifique. Non, c'est pas ça. Si les gens veulent que ce soit dispersé, Alors, j'avais cru comprendre qu'on n'avait pas le droit de disperser les cendres au gilet. Alors, c'est encadré effectivement. Les lieux, mais non, le temps de mémoire est distinct du lieu de dispersion. C'est complètement autre chose. Sur les lieux de dispersion, ça peut être remis à la famille ou aux pompes funèbres, et c'est là où éventuellement il peut y avoir une zone d'inconnu. Sinon, elles peuvent être mises dans les cavernes qui existent. Elles peuvent être dispersées à deux endroits, soit dans
comment on appelle ça, le jardin du souvenir, qui est propre à OGF, qui est à côté du crématorium, là, ou le jardin du souvenir qui est propre à la ville. C'est aussi possible. Il y a les columbariums qui existent aussi. C'est possibilité. Mais sinon, c'est effectivement encadré. Enfin, il faut déclarer, oui, il faut déclarer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semble que non. Eh bien, je vais enfin donner la parole à l'une de mes collègues, ça va être Sylvie Lejean pour le foncier. Donc il s'agit d'une délibération qui concerne le bien du logement communal au 124 de la République, sa désaffectation et son déclassement pour aliénation. Donc vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2141-1 et suivants, vu la délibération du Conseil municipal du 8 septembre 2016, non, c'est pas ça, du 22 septembre 2016, relative à la liste des emplois et des logements de fonction attribués pour nécessité de service ou pour utilité de service, considérant que le logement au 124 de la République n'est plus affecté pour les besoins du service public et des gardiens de ville et qu'il n'est plus occupé depuis le 26 octobre 2015, considérant qu'il appartient au Conseil municipal d'une part de prononcer la désaffectation du dit bien immobilier, d'autre part de son déclassement du domaine public communal, il est proposé au Conseil municipal de constater la désaffection, puis de prononcer au déclassement du domaine public communal du logement 124 rue de la République. Merci. Donc c'est en lien avec la délibération que j'ai présentée tout à l'heure. On avait déjà évoqué cela, puisque dans le budget de mémoire, au moment du vote du budget, on avait évoqué le fait qu'on souhaitait vendre ce logement. Voilà. Maintenant, on attendait cette délibération pour passer, pour mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des questions? Et donc là, il y a deux pavillons qui sont accolés en fait. Donc c'est l'un des deux. Le plus éloigné de mémoire. Celui qui. L'entrée est là, c'est ça, oui. C'est celui, c'est ça, oui, c'est celui qui est comment on va dire plus près du coiffeur, quoi. Oui, voilà. Ouais, le plus près du coiffeur. Oui, c'est celui qui. Ok. Pas de questions. Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Antoinette, une délibération sur le périscolaire. Voilà. Alors, il y avait déjà eu au mois de juin une délibération de voter pour la création de 6 postes à temps non complet d'intervenants sur l'accompagnement scolaire durant le temps périscolaire. Bon, cette nouvelle délibération va modifier un petit peu la précédente. Donc, il s'agit de l'atelier accompagnement scolaire qui a lieu le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, entre 16h30 et 18h dans nos écoles. Donc, chaque atelier est encadré par un intervenant qualifié. Suite au partenariat de coéducation liant l'éducation nationale et la ville, les ateliers d'accompagnement scolaire, qui sont donc l'apprentissage des leçons, sont encadrés, si possible, par un enseignant. Mais le nombre d'enseignants engagés dans l'accompagnement éducatif des ateliers du soir est en général insuffisant. La ville fait appel, dans ce cas, à des enseignants retraités ou à des intervenants titulaires, si possible, d'un niveau minimum Bac+2. Cette organisation étant maintenant stabilisée, puisqu'on est
au mois de septembre, il convient de créer des postes permanents d'intervenants périscolaires chargés d'encadrer ces ateliers d'accompagnement scolaire. Ces emplois seront pourvus par des agents contractuels de droit public en l'absence de cadre d'emploi correspondant. Leur nombre pourra varier chaque année en fonction des besoins dans la limite de 6 postes. Ces intervenants encadreront les activités du temps périscolaire, donc les lundis, mardis, jeudis et vendredis, durant les semaines scolaires, 6 heures par semaine scolaire, et participeront au temps de concertation nécessaire, soit 2 heures par mois au maximum. Ils seront tous recrutés pour une durée déterminée d'une année scolaire, de début septembre à début juillet. La rémunération sera fixée en fonction de leur niveau de qualification. Pour les titulaires d'un bac plus 5 sur la base horaire du 11e échelon d'attaché territorial, plus congé payé. Pour les titulaires d'un bac plus 2 sur la base horaire du 12e échelon d'animateur territorial, plus congé payé. Pour les titulaires d'un bac sur la base horaire du 10e échelon d'animateur territorial, plus congé payé. Donc cette délibération abroge la précédente passée en juin. Merci. Ah, j'ai pas Vas-y. Donc, les niveaux de rémunération avaient été définis par des indices au mois de juin, ce qui provoquait des difficultés lorsque les grilles indiciaires évoluent, comme c'est le cas actuellement. Voilà. Merci Angélette, je pense que tu as tout dit. Est-ce qu'il y a cependant des questions? Il semble que non, c'est vrai qu'on a vu ça, je crois, en commission plénière aussi, mais c'est bien ça. Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? 7, 9 abstentions, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a une explication de vote? Pourquoi? Alors pour mois de juin, lors du débat sur les différences indiciaires, on avait eu un débat relativement long, et il nous semble qu'apparemment, pour le dernier indice, il s'agit plus d'un complément pour des retraités, et on trouve que payer plus cher le complément pour les retraités que pour les jeunes qui doivent intervenir en ayant bac plus 2, on n'est pas trop d'accord sur le fait, c'est pour ça qu'on s'abstient. Oui, sauf que nous avons agi. C'est-à-dire que ça a été modifié. Ça a été modifié, mais non, mais ne regardez pas non, de personne. Ah là, pardon. Non, mais d'une part, il y a eu deux modifications sur le point qui vont dans le sens de ce qu'on a entendu en juin. Mais comme la question n'a pas été posée, on n'a pas pu le dire. D'une part, il était indiqué effectivement que c'était des retraités, enfin un statut de retraité, ça ne figure plus. C'est un niveau qui correspond à Bac plus 5, qui concerne peut-être les retraités, mais qui peut concerner d'autres personnes. Donc c'est pas spécifique retraité de l'enseignement. Deuxième modification, le niveau proposé n'est pas tout à fait le même que celui proposé la fois dernière. Il est légèrement inférieur, pour être en accord avec la différence qu'il y avait entre Bac et Bac plus 2. Donc la modification a tenu compte de ce qui avait été dit en juin dernier. Alors il semblerait, par rapport à l'information que j'ai, c'est pour ça que je regarde, c'est la petite ligne en rouge là, il semblerait que ça concerne un retraité. Ah non, mais il se trouve qu'il n'y en a qu'un seul qui est actuellement concerné, mais il n'est pas en vocation à être le seul. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui fait très bien son travail. Oui, non. Ça, on ne remet pas ni les compétences. Mais je répète que la délibération a été retravaillée pour les raisons qu'a dit Antoinette, mais à l'occasion, on a en même temps retravaillé en fonction de ce qui a été dit en juin. Mais je vois que, malgré cela, ça ne provoque pas pour autant l'adhésion. Juste une petite information, sans ces personnes retraitées quand même aujourd'hui, c'est un service qu'on ne pourrait pas apporter aux enfants malinois comme on vient de... Je suis d'accord, et alors, j'entends bien, et en plus je suis persuadé que la personne qui fait ça si bien, si on expliquait qu'il y avait un indice pour ce travail-là, je pense que voilà, il fait plus par amour de son métier que rendre service aussi, que par rapport, je pense, à l'indice pour les quelques heures par semaine. Mais voilà, on trouve que ça serait... Comment ? On est rentré dans le cadre réglementaire.
Et encore une fois, avec une rémunération proposée qui correspond à peu près au niveau. Et pas un cas particulier qui est arrivé là, pas par volonté politique, mais par le fruit d'une circonstance. Or là, on est davantage calé. Ça y est, on a voté normalement. Donc on a 9 abstentions avec l'explication de vote et la mienne va derrière. Voilà. Et pas d'autres, tous les autres sont favorables. Il n'y a pas d'autres votes éventuels. Nous arrivons aux ressources humaines. Jean-Yves, c'est pour toi. Oui. Le premier concerne la bibliothèque. Les personnes chargées de l'accueil du public, notamment adultes, à la bibliothèque, étaient adjoints du patrimoine de 2e classe. Bon, compte tenu de l'évolution des choses, certaines sont passées dans la catégorie d'adjoints au patrimoine 1re classe, mais il restait un poste, notamment au niveau du fameux tableau des emplois, d'employés, donc d'agents du patrimoine 2e classe. Oui. Or, si on prend les cadres d'emploi, des personnes qui travaillent à la bibliothèque et qui, en plus de leur travail de bibliothécaire, font l'accueil, doivent être classés dans la catégorie adjoint du patrimoine 1re classe. Donc on supprimera un emploi, puisque là les suppressions passent d'abord devant le comité technique. On supprimera un poste d'adjoint du patrimoine de 2e classe, mais aujourd'hui on vous demande la création de cet poste de 1re classe. Profitant du départ d'une personne et donc de son remplacement par une autre. Merci. Est-ce qu'il appelle des remarques ou questions de votre part? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Jean-Yves, c'est toujours à toi. Ah oui, c'est également... Ben là, ça va être simple. C'est également une délibération, qui avait été prise en juin de cette année. Je vous rappelle, c'est une personne qui travaille à temps partiel dans l'enseignement artistique et qui était en fait contractuelle. Donc on a voulu, étant donné qu'elle était contractuelle depuis un certain temps, on a voulu la titulariser dans un poste de la fonction publique territoriale. Donc on a calculé, on vous a présenté une délibération, on avait calculé au plus juste pour pas que ce changement de catégorie entraîne une augmentation pour elle. On a tellement calculé au plus juste que quand on lui a présenté le dossier, elle s'est aperçue que ce qu'on lui proposait était inférieur à ce qu'elle gagnait précédemment. Donc, disons que là encore, petite erreur technique qu'on vous demande aujourd'hui pour la validation par la trésorerie générale de corriger. Voilà le but de cette Merci. Jean-Yves, tout ceci est clair. Comme d'habitude, est-ce qu'il y a des questions cependant? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Dernière délibération, c'est toujours pour toi Jean-Yves, mais cette fois-ci c'est de l'urbanisme. Non. En urbanisme. Donc hier, avant-hier, à la commission plénière, on vous a présenté le dossier envisagé pour l'ensemble de Boisville, puisque désormais on est fixé pour la quasi-totalité, on a des projets, pour la quasi-totalité des logements, qu'ils soient à titre collectif ou en logement individuel.
Donc c'était à titre informatif, bien entendu, mais on a quand même un peu demandé l'avis, qui a montré que la petite commission qui décide s'était pas trop trompée. Mais aujourd'hui, c'est une formalité obligatoire, c'est-à-dire que notre aménageur, en l'espèce la SAEDEL, doit remettre chaque année un compte rendu sur les activités. Donc là, dans le courant du mois de juillet, on a reçu le compte rendu d'activité au 31 décembre 2015, dont on a extrait les données les plus importantes suivantes. Donc, la phase des travaux réalisés en 2013-2014 ont permis les aménagements de la rue Rosa Bonheur et de la rue du Verger, afin de mettre en vente les 45 lots à bâtir. Là, c'est un peu un raccourci, c'est exact, mais en matière de voirie, on fait quand même relativement attention avec l'aménageur pour livrer des voiries au moment où les travaux sont faits de construction, j'allais dire, pas au strict minimum, mais c'est pas la copie définitive qui est rendue en matière de voirie. Dans la mesure où tous ceux qui construisent font appel à des travaux publics, ces travaux publics, c'est des camions et des engins assez lourds, et qu'on ne voudrait pas être obligé de refaire la voirie. Donc maintenant elle est terminée, c'est d'ailleurs pour ça, je pense, oui, je veux dire, donc oui, là c'est en dessous. La rue de Boisville, elle, ne sera pas ouverte dans un premier temps à la circulation, pour réaliser la réalisation des 4 fois 10 logements groupés qui vous ont donc été présentés mardi. Il y a 2 aménageurs qui sont prévus, qui auront chacun 2 fois 10 pour avoir, pour les 2, qui soient traités de manière équitable, avec des façades au sud, 10 façades au sud, 10 façades au nord. Et on avait plusieurs candidats. Alors actuellement, le montant des travaux est estimé à un peu plus de 2 millions d'euros, et on est déjà à 93% de nos engagements. La liste des entreprises, on l'avait déjà vue l'an dernier, et elle n'a pas changé. Au 31 décembre 2015, c'est là où ça a relativement avancé. Pour les terrains à bâtir, le cumul entre les ventes et les promesses de vente donne un résultat de plus de 2 millions. La quasi-totalité est faite. Les lots B et C pour les bailleurs sociaux pour la réalisation de 29 logements chacun, c'est en cours pour 320 000 euros. Les 101 512 pour l'association C'est pas tout seul, dont le maire vous a parlé pour la location en attente de pouvoir entrer dans les lieux d'une personne sur le local de la Poste. Et également 775 000 euros pour les terrains du centre de soins de suite. Donc l'emprunt de 2 millions contracté daté de 2013. Au 31 décembre 2015, le bilan fait apparaître un équilibre sans autre participation de la commune que l'avance de trésorerie qui avait été réalisée en 2011 pour réduire les frais financiers de l'opération. Donc, compte tenu de tout ce qui a été vu, discuté avec la SAEDEL, on vous propose d'approuver le compte rendu, mais s'il y a des questions au préalable, j'essaierai d'y répondre. Merci Jean-Yves. Donc les questions suggérées. C'est vrai que on l'a déjà vu, c'est quelque chose qu'on voit annuellement, donc voilà, c'est quelque chose qui suit son cours, qui avance bien, encore une fois. Oui. Oui, c'est ce qui est présenté au fond là. On nous a demandé mercredi si on pouvait afficher les projets.
malgré ma mauvaise vue, on me dit que c'est eux qui sont D'un côté, c'est à gauche, c'est donc le promoteur retenu pour le collectif, qui est Lexity Paris. Et puis sur le côté droite, ce sont les deux promoteurs retenus pour les maisons de ville en bande. D'un côté, Président Saint-Père, c'est bien ça? Non. Président Saint-Père? Oui. Et puis. Maison d'enfance. Maison d'enfance. Voilà. Donc ça, effectivement, le rapport d'activité, c'est hier, et ça, c'est aujourd'hui et demain. C'est bon? Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous arrivons au point d'information. Il y en a deux comme prévu sur l'ordre du jour. La première concerne la contribution de Chartres Métropole et ses communes membres au Fonds de péréquation intercommunale et communale, le FPIC, pour vous dire qu'au conseil municipal de juin, l'agglomération a proposé de prendre en charge ce que les communes devaient payer pour ce FPIC. Alors, nous, Mervilliers n'était pas concerné, mais des communes, y compris modestes, étaient concernées. Et l'agglomération a proposé de prendre en charge, donc évidemment, on devait aller vers une unanimité, et ça n'aurait pas posé problème, sauf qu'il y avait un collègue élu sur la liste du Front National de l'UC, qui a voté contre. On m'a dit qu'il avait voté contre tout. Et le fait qu'il ait voté contre obligeait donc l'agglomération à demander l'avis des communes, d'avoir la fameuse majorité qualifiée. Sauf que dans ce cas-là, le délai n'est pas de 3 mois, mais de 2 mois, donc il aurait fallu que je convoque le conseil municipal en plein été pour vous demander votre avis, connaissant a priori pensant quand même que l'avis serait... N'étant pas concerné à Mervilliers, et par solidarité, je pense qu'on aurait été favorable à ce rapport, je n'ai pas convoqué le conseil, mais je voulais vous en donner l'information. Les rentrées scolaires, donc moi je vais parler chiffres, je vais donner les chiffres sur le scolaire et le périscolaire, et ensuite il y aura 3 expressions, celle d'Estelle Cochard pour le scolaire, celle d'Antoinette Lecomte pour le périscolaire, et celle de Marc Lesage pour l'extrascolaire, enfin la partie île au loisir. Alors sur le scolaire, les chiffres, je suis content des chiffres, moi. 40 élèves de plus en élémentaire par rapport à l'an dernier et 2 de plus en maternelle, donc ça fait 42 en tout. Ce qui fait, alors évidemment, c'est toujours pareil, c'est les chiffres à telle date, ça fait toujours, les chiffres ça bouge toujours un peu d'un jour à l'autre, il y a toujours des gens qui peuvent partir et d'autres qui peuvent arriver parce qu'il y a un peu en retard, etc. Ce qui fait une augmentation des effectifs scolaires cette année d'environ 4%. Et maintenant, si on regarde le périscolaire, eh bien, sur la restauration scolaire, on est plutôt à une augmentation de 13% des effectifs. Ce qui veut donc dire que assez nettement supérieur à l'augmentation des effectifs scolaires. Donc, ce qui veut dire qu'en même temps, notre service de restauration scolaire rend davantage service à un nombre plus important, à la fois en effectifs et à la fois en pourcentage. Les ateliers périscolaires, on est actuellement plutôt à une petite diminution, mais il y a des personnes qui sont en attente, et si on comptabilise ceux-ci, qui vraisemblablement vont intégrer petit à petit, je suppose qu'il suffit, il faut qu'on ait des encadrants, ça on pourra en parler, on irait vers une augmentation de 4%, qui est celle des effectifs. L'accueil périscolaire du mercredi, on est là sur une augmentation de plutôt de 16 ou 17%. Quant à l'accueil périscolaire des jours scolaires, celle du mercredi, on passe de 54 à 157, mais là c'est justement où avant on avait les maternelles, puis maintenant on a les maternelles et les élémentaires, donc il n'y a pas, la comparaison n'a pas de sens. Sur les TAP, temps d'activité périscolaire, là aussi on est plutôt sur une légère diminution au jour d'aujourd'hui, mais si on prend ceux qui sont en attente, et là toujours pour les mêmes raisons, pour des problèmes de personnes, j'ai entendu dire qu'on avait bien recruté toutes les personnes qu'il fallait, sauf qu'il y en a certaines qui ont fait défaut au dernier moment, 3, 4, 5 je crois, enfin, les précisions vont vous être données. Et là, on serait sur une augmentation de 7% des effectifs. Et pour le transport scolaire, on est actuellement sur une augmentation de 12 à 13% des effectifs. Et vous voyez que tous les
pratiquement tous nos services périscolaires sont en augmentation, l'utilisation est toujours supérieure à l'augmentation des effectifs scolaires. Estelle, pour commencer. Alors oui, donc augmentation des effectifs, le plus important a été sur l'école Janzé. On a, de toute façon, déjà l'année dernière, on avait ce phénomène-là à Coubertin, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une classe cette année. Donc là, c'était déjà un bon point. L'ouverture d'une deuxième classe d'accueil des moins de 3 ans. C'est un dispositif qui est réservé au réseau d'éducation prioritaire, aux villes qui sont au réseau d'éducation prioritaire, enfin aux écoles. Et pour nous, voilà, ça a été un plus. Donc c'est un accueil de 15-16 enfants de moins de 3 ans. Avec un temps d'adaptation, incluant les parents, avec les parents qui participent aussi à la vie de cette classe. Et on est là sur des temps pleins. Donc cette deuxième classe, il y en avait déjà une à Janzé, à la maternelle Janzé, et il s'en est ouvert une à la maternelle Victor Hugo. Voilà. Donc il a été décidé, donc ça c'était un peu plus costaud, mais on l'avait prévu quand même parce qu'on suivait de très très près en fait ces effectifs en juin, en se disant on s'était donné rendez-vous avec l'inspectrice début août pour dire bon voyons ce qui se passe, parce qu'on savait que Janzé ça pouvait bouger, entre autres parce qu'on a on a des constructions qui sont faites, et de fait il y a eu une augmentation et on a eu à ouvrir une nouvelle classe. Donc il a été décidé là que ce soit une grande section CE1, donc tout a pu être ouvert en temps, en heure, dans les conditions normales pour toute classe, y compris l'équipe pédagogique, c'est réorganisé très très vite. Donc voilà. Ce qui fait qu'on est oui c'est ça, une à Janzé élémentaire, une à Coubertin maternelle, c'était l'ouverture, et un accueil de moins de 3 ans. Donc c'est plutôt une rentrée bien occupée, avec des effectifs qu'on va surveiller de près sur les années à venir. On va essayer de prendre un certain nombre de paramètres pour savoir, pour essayer d'anticiper tout ça. C'est toujours délicat. Si on se rappelle, la population se renouvelle de 30% tous les 6 ans. Ce qui veut dire que ce qu'on a là, on peut arriver aussi bien exactement au même nombre à la fin de l'année qu'on était à la fin de cette année-là, à la fin de 2017. Voilà, mais là il faut qu'on arrive à évaluer si cette tendance est une tendance lourde aujourd'hui, et le périmètre de Janzé est un périmètre qui ne va pas pouvoir absorber plus, mais on a encore des marges de manœuvre sur d'autres périmètres scolaires, donc ce qui nous permettra, aujourd'hui on n'est pas au taquet sur l'ensemble de nos classes, donc voilà. On a fait la visite des locaux aussi. Donc là, je suis un peu sur le champ de Michel Thomas qui n'est pas là, visite des travaux, pardon. Et on a aujourd'hui des écoles qui, les efforts de rénovation sont quand même très très conséquents, ont été très conséquents. Il y a eu des extensions, tous les efforts de rénovation. Et c'est vrai qu'à cette visite des travaux, on a pu voir que, maintenant ça se voit, c'est pas des travaux faits par-ci par-là, ça se voit. Et travaux très importants qui ont été faits aussi. Toutes les écoles aujourd'hui sont câblées et donc peuvent passer toutes, y compris les maternelles, à l'ère du numérique. Il y a aussi eu un effort très important de fait pour tout l'investissement en informatique, alors donc le câblage, pour au moins que ça puisse arriver jusque dans les classes,
et l'investissement informatique. Et là, on a travaillé avec l'éducation nationale et on travaille avec je crois que je l'avais déjà dit ici, avec des équipements reconditionnés, ce qui nous permet d'équiper finalement nos écoles à un coût qui nous permet, en fait on peut équiper des écoles et sinon je pense qu'on aurait eu du mal à les équiper sans ça. Ça aurait coûté beaucoup plus cher. Ça aurait coûté beaucoup plus cher et avec des fonctionnements très très satisfaisants et aussi avec des fonctionnements, on l'a vu, quand on va sur Adobe Reader ou les systèmes d'exploitation Windows qui coûtent très très cher, on fonctionne aussi avec un système d'exploitation dans les écoles qui s'appelle Linux et qui permet de ne pas savoir les coûts d'exploitation de ces systèmes, des coûts de ces systèmes d'exploitation qui seraient aussi exorbitants. Mais voilà, on a pu mettre ça en place, c'est-à-dire que on n'a pas augmenté finalement sans moyens, on va chercher les idées, et finalement on les trouve et elles sont plutôt très, très intéressantes à mettre en œuvre. Voilà pour les écoles de Mavilliers, toujours bien vivantes, il se passe toujours quelque chose, toujours intéressant. Oui, avant de donner la parole à Antoinette, Estelle a fait allusion aux travaux dans les écoles, il y a des travaux, il y a des dotations aussi en crédit scolaire, etc. Et il est sûr que j'entends quand même assez régulièrement, dans le monde de l'éducation nationale, il se sait qu'à Mavilliers, on fait ce qu'il faut pour les écoles primaires. Je pense que je peux dire, parce qu'elle pourra le confirmer elle-même, que la nouvelle directrice de l'école Zola Hugo est venue, quand je l'ai rencontrée, c'est une des premières choses qu'elle m'a dit. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle s'est autorisée à me demander un portable. Antoinette. Estelle voulait ajouter quelque chose. Juste, tu viens de le dire, on a une nouvelle directrice, puisqu'on a eu le départ de Chantal à Émile Zola Victor Hugo, donc une nouvelle directrice, Valérie Picchio, pour ce groupe scolaire. Voilà. On aura peut-être deux choses à dire. Ah. Là, oui, justement. Antoinette. Voilà. Oui. Alors moi, parce que tu as déjà beaucoup d'éléments sur le périscolaire. Je vais mettre les chiffres. Oui. Mais bon, je vais revenir quand même sur la création au niveau de la restauration scolaire du CELF de Coubertin, et qui marche bien, là, puisque j'ai vu la responsable cet après-midi, en sachant qu'il y a 188 enfants inscrits en primaire sur 237 enfants à l'école Coubertin, ce qui rend quand même ce CELF améliore considérablement le fonctionnement, et les enfants ont plus le temps de jouer, enfin c'est très bien comme ça. Autre petit point, au niveau des enfants en attente, au niveau des TAP et des ateliers du soir, j'ai signé aujourd'hui un certain nombre de courriers pour les familles, puisque ces enfants-là pourront intégrer dès lundi les ateliers du soir et les TAP. Tous ou presque tous? C'est au niveau des élémentaires. Hein. Tous ou presque tous? Ah non, pas tous. Pas non, parce que quand je vois les nombres, non, pas tous. Et pas les maternelles. D'accord. Et puis... dernier point, je voulais quand même dire que malgré qu'il n'y ait plus de transport le midi, ça ne pose pas de problème. Je n'ai eu aucune remontée des familles. Voilà. C'est important à dire, merci à toi. J'aurais été à leur écoute pour leur expliquer. D'accord. Voilà. Merci Marc, pour terminer. Moi, juste un petit point sur le nouvel accueil de loisirs, l'île aux loisirs, qui a débuté le 7 septembre. Premier constat, c'est qu'aujourd'hui on a 111 inscrits sur ce centre et qu'on a une moyenne depuis l'ouverture, vu qu'on vient de passer le mercredi, à plus de 80 enfants. Donc globalement, on est déjà sur un taux d'effectif équivalent aux 3 structures qu'il y avait précédemment. Donc sur les maternelles, on est sur un taux identique à une quarantaine d'enfants. Donc ça n'a pas bougé, hein. Malgré le changement de lieu, il n'y a pas eu de soucis. Et donc sur l'élémentaire, on est à 40, sachant que les deux centres, Jean Charpentier plus Maison de Quartier, atteignaient tout juste les 40 enfants accueillis. Donc on est déjà dans les taux... on n'a pas perdu. Voilà, attendu, sachant qu'on va faire une grosse communication dans les jours à venir. Vous verrez dans les panneaux publicitaires de la ville, avec les grandes affiches sur l'accueil de loisirs.
Et vous avez aussi un petit prospectus qui a dû vous être distribué ou qui va vous être distribué, présentant l'ensemble des modalités d'inscription sur cet accueil de loisirs. C'était l'occasion de vous le remettre. Voilà. Bon, tout ceci est très bien. Donc vous faites assez rapidement passer les documents. Vous en prenez chacun un et seulement une fois que vous avez pris votre document, vous pouvez partir. Bonne soirée à vous.